La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que les traces de ma tombe disparaissent de la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. Testament de Donatien Alphonse François, marquis de Sade. « 2000 ans d'histoire ». Par coquetterie, sans doute, le marquis de Sade voulait que sa mémoire s'efface de l'esprit des hommes. Mais 2 siècles après sa mort, il garde la réputation sulfureuse qu'il avait jetée dans toutes les prisons de son temps. Jugé suffisamment dangereux pour avoir été enfermé par Louis XV, Louis XVI, Robespierre et Napoléon, et pour qu'après sa mort, pendant plus d'1 siècle, on interdise encore l'œuvre considérée comme la plus scandaleuse de notre littérature. Plus scandaleuse peut-être que ne l'était cet aristocrate, débauché certes, mais pas beaucoup plus que certains fils de famille de son époque. Mais ce que ses contemporains ont reproché à Sade, ce n'est pas tant d'avoir vécu ses fantasmes que de les avoir écrits, et 1 siècle avant Freud, d'avoir peut-être révélé dans ses livres ce que les hommes refoulent généralement au plus profond d'eux-mêmes. Tu écris beaucoup. Tu es homme de lettres, dis-tu. Connais-tu ce livre? Le débouché dans plusieurs martinets, en seul point à pointe de fer, qui me fait frémir. Non. C'est l'apologie du crime, de la débauche la plus bestiale, de l'athéisme. Une rumeur insistante veut que tu en sois l'auteur. Emmenez-le. Jean-Paul Brigelli, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Larousse un livre sur Sade dont vous donnez cette définition: c'est la plus grande machine à faire fantasmer que l'histoire et la littérature ont engendrée. Oui, c'est-à-dire qu'il n'existe finalement, et il n'a existé très longtemps, que par les discours que l'on tenait sur lui. Il servait de prétexte en quelque sorte aux uns et aux autres, surtout aux bonnes âmes, à dire par personne interposée, par textes interposés, les remous un petit peu boueux qu'il y avait quelque part dans leur âme d'élite. Oui, mais qu'on n'aimait pas évidemment voir ressortir, parce que ce qu'on reproche à Sade, au fond, c'est peut-être tout simplement d'avoir été marquis. Non, pas franchement. Ce que lui reproche sa caste, en tout cas. Pas franchement, parce que il a quand même été vilipendé, a priori, par les gens de sa caste. Il a été enfermé par des aristocrates, il a été renié par ses propres enfants qui ont fait disparaître, dans les dernières années de sa vie, alors que le père était encore vivant, l'un des plus fabuleux ouvrages qu'il ait écrit, qui était Les Journées de Fleur-Belle. Il a été restitué, si je puis dire, à la mémoire aristocratique très récemment par la dernière génération des Sade. Alors ce qui surprend, ce que je voulais dire simplement, Jean-Paul Brigelli, ce qui surprend, c'est qu'ils viennent de l'aristocratie. Il a suivi d'ailleurs le parcours assez traditionnel des aristocrates de son temps. Né en 1740, il devient officier. On le marie contre son gré à une jeune fille de la noblesse avignonnaise qui s'appelait de Montreuil et qui effectivement qu'il a épousé contre son gré. Je crois qu'il était amoureux d'une autre femme qui était mademoiselle de Loris. Je crois que c'est peut-être il a 1 ou 2 petits traumatismes, si je peux dire, si on appelle ça un traumatisme. Il était très amoureux, on lui a interdit d'être amoureux, à partir de là, il s'est vengé. Alors il l'épouse, donc, cette Renée Pélagie de Montreuil, il l'épouse en 1763, et aussitôt, dites-vous, commence une vie de 15 ans de débauche. Alors, débauche, il faudrait s'entendre. Sade a été interné sous tous les régimes, il n'a été jugé par aucun régime. Si on l'avait jugé, il aurait été infailliblement acquitté. Si même on le jugeait aujourd'hui, que tout compte fait, notre morale est quand même plus étroite que celle du XVIIIe siècle, il serait acquitté immédiatement aussi. Il faut appeler qu'il va effectivement en prison sur lettre de cachet, c'est-à-dire de manière la plus arbitraire qui soit. Il a été mis en prison sur lettre de cachet, puis sur décision très arbitraire de la Convention, puis sur décision non moins arbitraire de l'autre dictateur de service qui était Napoléon. Alors cela dit quand même, Jean-Paul Brigelli, la vie de débauche, c'est vrai. Premièrement, on l'arrête une première fois en 1763, on le jette à la prison de Vincennes pour blasphème, libertinage, profanation d'image du Christ. En 1768, il enlève une mendiante qui s'appelait Rose Keller, qu'il a fouettée, qu'il a lacérée avec un canif et sur laquelle il a versé de la cire chaude. Bon, c'est plus que du libertinage, ça.
Non, par rapport à l'époque, ce sont des enfantillages. Oui. Par rapport même à ce que l'on peut trouver aujourd'hui à Paris dans certains donjons spécialisés dans le SM parisien branché, c'est de la plaisanterie. Par rapport à ce que faisaient les grands aristocrates de son temps, comme le comte de Charolais, alors là, ça devient insignifiant. Oui, j'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps. Continuez. Tous mes malheurs sont venus de là. J'ai suivi les chemins de traverse quand on voulait m'obliger à la grande route. Le reste, ce sont des ragots d'auberge, des jalousies de bordel. Et l'acharnement de ma belle-mère, une parvenue en cheville avec toutes les polices de l'Ancien Régime. Les mères ne sont pas une engeance pour moi. Elles vous le rendent bien, la mienne vous voit comme le diable. Eh oui. Il faut bien reconnaître à ces femmes un certain instinct qu'elles partagent avec les animaux. On a reconnu évidemment la voix de Daniel Auteuil dans le film Sade de Benoît Jacquot. Alors effectivement, sa belle-mère, c'est elle qui est à l'origine de tous ces embêtements. Alors, ce que dit Sade dans le film de Jacquot, c'est le texte de Sade. C'est-à-dire que Benoît Jacquot a fait son texte avec des extraits des lettres de Sade qui sont absolument remarquables et très peu étudiés d'ailleurs. Et sa belle-mère a été sa croix, si je puis dire, à propos d'un athée, mais elle l'a sans doute beaucoup aimé. Vous savez, comme sont les belles mamans, parfois, elles voudraient se mettre à la place de leur fille. Puis beaucoup détesté parce qu'il avait remplacé sa femme par sa belle-sœur. Voilà, alors ce qui se passe, il faut rappeler, c'est la grande affaire qui va finalement le faire condamner à mort. Il va s'enfuir, mais c'est l'affaire de Marseille. Il a effectivement entraîné dans un lieu 4 prostituées auxquelles il a fait manger des pastilles aphrodisiaques. Elles se sont ensuite plaintes d'empoisonnement. Bref, là, il se fait condamner à mort, mais surtout, pour éviter la condamnation, il s'enfuit avec sa belle-sœur. Et c'est ça que sa belle-mère, évidemment, lui reproche. On peut la comprendre quand même. La belle-sœur était quand même un petit peu religieuse. En plus, donc déclarée. 2 interdits. Donc 2 interdits. Je pense que d'ailleurs l'idée de cocufier le bon Dieu devait d'une façon ou d'une autre accroître le plaisir qu'il pouvait y trouver. Puis ça lui a permis de découvrir l'Italie, sur laquelle il a écrit des choses remarquables. En tout cas, sa belle-mère le pourchasse effectivement de sa vindicte. Elle le fait enfermer à Miaulan une autre fois. Il s'évade. Là. La vie de Sade, au début, c'est arrestation, évasion. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement à l'incarcérer pour de bon. Vincennes, on n'en sort pas, sauf quand on est le duc de Beaufort, mais avec des complicités extérieures. Là, lui, il y reste. De là, il passera à la Bastille. De la Bastille à Picpus, Sainte-Pélagie. Il a fait toutes les prisons modèles. C'est un homme de forteresse, si je peux dire. Mais dans son œuvre, il y a aussi des forteresses extraordinaires où se passent des choses infâmes. Lui, il était la victime de ces forteresses. Et dans une société tout de même où le libertinage était finalement toléré et même chanté sur des paroles de Voltaire. Je cherche un petit bois touffu que vous portez à maintes, qui couvre s'il n'est pas tondu un petit labyrinthe. Tous les mois on voit quelques fleurs colorer le rivage. Laissez-moi verser quelques pleurs dans ce joli bocage. Allez monsieur, portez vos pleurs vers un autre rivage. Vous pourriez bien gâter les fleurs de mon joli bocage. Car si vous les versiez tout de bon, des pleurs comme les vôtres pourraient dans une autre saison m'en faire verser d'autres. Quoi, vous craignez l'événement de l'amour mystère? Vous ne savez donc pas comment on agite à si terre. L'amour modérant sa raison dans cette aimable guerre. C'est bien arroser le gazon,
sans imbiber la terre. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le marquis de Sade. Et c'était Gaillardise, une chanson du XVIIIe siècle dont les paroles sont de Voltaire et interprétée par Lionel Rochman. Alors ce que l'on accepte de Voltaire, on ne l'acceptera pas de Sade et de l'œuvre de Sade qu'il va commencer à écrire en prison, où il entre à 37 ans à Vincennes et où il va rester 11 ans en écrivant donc les fantasmes qu'il ne peut plus assouvir. Arrête, Marquis. C'est loin. Ah, tu bandes. C'est bien. Quelle chance, Émilie. Quel conmiché que le vide se pourra là. Il doit y en avoir du foutre là-dedans. Tiens, prononce déjà ce mot. Foutre. Foutre. C'est bien. Tu n'es pas effrayé par tout ça? Oui. Alors c'était un autre extrait du film de Benoît Jacquot. Jean-Paul Briguelli, je disais tout à l'heure que ce qu'on acceptait de Voltaire, on n'accepte pas de Sade, mais ce ne sont pas non plus les mêmes mots. Hein. Et encore, pardon pour ceux qui nous écoutent, mais c'était une version un peu expurgée du film de Jacquot. Il faut voir que le XVIIIe siècle a été la chance historique qu'on n'a pas saisie d'être définitivement intelligent en France. On avait d'un côté des polissonneries comme celle de Voltaire tout à l'heure, on avait des gaillardises dans le style Fougeray de Montbron, Dombourg, Portier des Chartreux, etc. La Bibliothèque nationale, le rayon de l'enfer est bourré de textes extraordinaires de cette époque. Et puis il y avait des choses vraiment fortes, comme celle de Sade. C'est le dernier degré en quelque sorte de la liberté de parole. Et la bourgeoisie montante a inventé la révolution parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de véritablement offensant là. Et depuis, on régresse, quoi. Alors, ce qu'on retient de Sade, c'est évidemment en partie l'écrivain érotique, c'est le précurseur ou l'inventeur du sadisme. On oublie un peu le politique et le philosophe, parce qu'en prison, il découvre, et il lit, il écrit ses principales œuvres, et la première, c'est les 120 journées de Sodome, qui va d'ailleurs disparaître, on en parlera. Mais alors aussi, c'est la haine, évidemment, d'une société et d'un régime qui l'ont jeté en prison. Vous êtes en prison par lettre de cachet, vous n'êtes pas jugé, vous éructez en permanence contre vos bourreaux. Sans savoir d'ailleurs combien de temps ça va durer, parce que c'était le principe de la lettre de cachet. Il n'a jamais su combien de temps il resterait. Il faut se mettre à peu près dans la peau de quelqu'un qui serait dans le couloir de la mort d'une prison texane sans savoir à quel moment il va être exécuté. C'est à peu près le même genre d'état d'esprit. Vous voyez, au départ, il pense sortir dans l'année, puis dans les 2 ans qui suivent, il essaie d'interpréter tous les signes, le nombre de pas des geôliers, etc., pour en déduire la date de sa sortie. Il devient totalement fou. D'ailleurs, tous les prisonniers du monde, d'ailleurs, font ça. Je veux dire, il suffit d'aller en prison pour savoir. C'est chose qu'il faut expérimenter de temps en temps. Mais à ce moment-là, il comprend qu'il y a quelque chose de pourri, si je peux dire, dans le royaume de France, dans l'État de France, et que ce quelque chose a un nom, c'est la religion. Il va rester 11 ans en prison, d'abord à Vincennes, puis à la Bastille. Il est transféré à la Bastille en 1784, quand Vincennes est désaffecté. Et d'ailleurs, c'est là qu'il se trouve, 5 ans après, encore, à la veille de la Révolution, le 2 juillet, et il harangue les foules du haut de la Bastille. On sait qu'il y avait peu de monde à la Bastille, il y avait 5-6 prisonniers. Il sent l'émotion populaire, comme on disait à l'époque, qui envahit les rues du Faubourg Saint-Antoine. Il essaie d'haranguer justement la foule. Comme c'est un prisonnier gênant, on va le transférer. Ah oui, il dit on égorge, on assassine les prisonniers, voilà. Ce qui était faux. À la Bastille, c'était pas le cas. Oui, mais c'est aussi de l'emphase littéraire, si je peux dire. Ces livres sont pleins d'emphase littéraire. Je veux dire, ce sont des choses qu'on ne peut pas prendre au premier degré. Et du coup, il est transféré à Charenton, si bien qu'au lieu d'être libéré le 14 juillet, il sera libéré 9 mois plus tard, au moment où on supprime les lettres de cachet, et le voilà devenu révolutionnaire. Il s'inscrit à la section des piques. Il doit donner quand même quelques garanties. C'est un aristocrate, c'est un très grand seigneur, un très très grand seigneur. On arrive à l'époque où on commence à couper des têtes. Il doit d'un côté donner des garanties aux révolutionnaires pour ne pas être confondu avec ses cousins de Clermont-Tonnerre, tous les exilés, ses propres enfants qui sont partis en exil et qui sont donc des aristocrates dévoyés. Et d'un autre côté, il est franchement révolutionnaire. Les surréalistes insisteront sur le côté Sade, si je puis dire, pré-marxiste. Et il est même beaucoup plus révolutionnaire que Robespierre.
Oui, mais alors, en même temps, Jean-Paul Briquelier, c'est assez étonnant. Voilà qu'effectivement, pendant la Révolution, il a l'occasion de se débarrasser de sa belle-mère. Il s'arrange pour qu'elle sorte de prison. C'est quand même assez étonnant, alors qu'elle lui a valu quand même 11 ans de prison. Et il se manifeste contre la peine de mort. Voilà que celui qu'on a considéré comme l'inventeur du sadisme se dresse contre la peine de mort, contre l'échafaud, contre la terreur. Il n'y a rien de très logique. Vous trouverez ça dans la philosophie dans le boudoir. Il explique très bien la différence, c'est qu'il y a entre la vengeance, où réside peut-être la volupté de tuer, et la justice qui doit justement opérer à froid. C'est bien pour ça qu'il est contre la peine de mort, parce qu'en opérant à froid, on n'a aucune raison d'exécuter quelqu'un. Je pense qu'on serait tous capables, sous le coup de la colère ou d'une passion quelconque, de trucider quelqu'un, mais il est hors de question que la justice, elle, soit passionnelle. Et est-ce que c'est parce qu'il s'oppose à la terreur qu'il est arrêté par la Révolution ? On peut comprendre qu'il ait pu être arrêté du temps de l'Ancien Régime. Voilà que ce révolutionnaire est arrêté par Robespierre, ou sous Robespierre. C'est non seulement à cause de la peine de mort, mais surtout parce que c'est un athée. C'est un athée qui le proclame haut et fort au moment où Robespierre invente le culte de l'être suprême, qui lui semble être une fantasmagorie absolument insupportable. C'est une escroquerie, le culte de l'être suprême. Et Sade dit, non, moi je suis athée, la révolution doit être athée, etc., qu'on le fasse taire. Alors on l'envoie en prison, on va même le promener de prison en prison, si bien qu'à la veille de la chute de Robespierre, eh bien, il va échapper à la mort. Louis-François Lejeune, ex-officier de paix. Montfort l'aîné, ex-noble. Pierre-Louis de Montcrif, ex-noble. Élisabeth de Beckett, de Saint-Maur. Maman, je ne veux pas. Maman. Donatien Aldonse François Sade. Donatien Aldonse François Sade. Maman. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici depuis des mois. Sade, déclaré absent. C'est extraordinaire, à un jour près, pratiquement, ou à 2 jours près, il mourait sous l'échafaud. Pour une fois qu'une erreur administrative sauve un grand écrivain, si vous voulez, on va pas se plaindre. Oui. En tout cas, il est libéré juste après la mort de Robespierre, mais en gardant la même réputation qui lui vaudra aussi la prison sous Napoléon. La revue de texte, Stéphanie Duncan. Oui, la réputation sulfureuse du divin marquis, le mythe de l'écrivain monstrueux, tout ça a commencé du vivant de Sade, donc au moment où l'Ancien Régime bascule dans la Révolution. L'écrivain Rétif de la Bretonne, par exemple, déteste Sade. Il écrit en 1788 « Personne n'a été plus indigné que moi des sales ouvrages de l'infâme Sade. Ce scélérat ne présente les délices de l'amour pour les hommes qu'accompagné de tourments, de la mort même pour les femmes. » En pleine Révolution, donc, un pamphlet signé d'un certain Dulor le conduira presque à l'échafaud. Il accuse Sade d'être lui-même un assassin et le compare à Barbe-Bleue. Le scélérat, à cause du noble sang qui coulait dans ses veines, fut soustrait à la rigueur des lois. Alors que Gilles de Rais fut brûlé vif en 1450, le marquis de Sade, convaincu pourtant des mêmes atrocités, vit lui paisiblement parmi nous. Alors selon les aléas de la Révolution, il arrive que le marquis soit associé non plus à l'Ancien Régime, mais aux méchants révolutionnaires de la Terreur. Sade écrit par exemple le journal Le Spectateur du Nord. Sade est parmi les livres ce que Robespierre a été parmi les hommes. On dit que lorsque ce tyran était fatigué de signer des arrêts de condamnation à mort, il allait lire quelques pages de Justine, puis il revenait signer de plus belle. Alors, l'écrivain Sébastien Mercier voit dans Justine la marque du diable. « Mettez une plume dans la griffe de Satan, dit-il, ou du mauvais génie ennemi de l'homme, il ne pourra faire pis. » Une pièce à la mode en 1797 d'un certain Lombard de Langres, totalement oublié aujourd'hui, fait dire à un de ses personnages « Justine ou les malheurs de la vertu. Jeunesse, voilà donc comment on vous assassine. Si j'avais du pouvoir, saisissant aussitôt ces ouvrages affreux et ta personne infâme, je te ferais pourrir dans le fond d'un cachot. » Il faut dire que l'ouvrage Justine se vend très bien à l'époque et même est réédité. En 1799, l'acharnement ne s'arrête pas. Sade, le nom seul de cet infâme écrivain, exhale une odeur cadavéreuse qui tue la vertu et inspire l'horreur, écrit le journal L'Ami des lois. Justine ou les malheurs de la vertu est aussi dangereux qu'un journal royaliste, parce que si le courage fonde les républiques, les bonnes mœurs les conservent. Et un autre journal révolutionnaire, encore, le Tribunal d'Apollon, invite tout simplement à la chasse à l'homme.
On dit que Sade s'est organisé une société de débauchés de sa trempe qui mettent en pratique les affreux préceptes énoncés dans son livre. Observateur actif de la police, anéantissez les productions de Sade et qu'un arrêt flétrisse sa mémoire, il a mérité la roue. Quel acharnement et que d'ennemis, Jean-Paul Brigelli, hein, c'est extraordinaire. Là, il s'agit de textes de ses contemporains. On a les ennemis que l'on mérite. Il s'est acharné toute sa vie à dénoncer la religion, l'hypocrisie, la vertu, etc. Donc, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, revendique haut et fort la vertu, en général de lourds hypocrites, est forcément acharné à sa perte. L'escroquerie, si je puis dire, c'est de penser que Robespierre pouvait lire Sade. Ça a été repris après par Michelet. Tout le 19e siècle va répéter tout cela sans même relire les textes. Il faudrait reprendre la chose à l'envers, en quelque sorte. Vous savez que dans l'interprétation que Pasolini a fait des 120 journées, les aristocrates sont devenus des fascistes exilés dans la République de Salo. C'est ça le vrai sens des œuvres de Sade. Ce qu'il montre en permanence, c'est que la cruauté est le premier fonctionnement de la bête humaine, en quelque sorte, et que plus on jouit de l'impunité sociale, plus on sera porté à la cruauté. Oui, mais on a le sentiment, Jean-Paul Brigelli, là on revient à l'époque révolutionnaire, le consulat et le début de l'Empire, qui s'acharne lui-même. Il continue d'écrire effectivement des textes qui semblent choquer effectivement ses contemporains. Il écrit effectivement pendant cette période Philosophie dans le boudoir, La Nouvelle Justine ou Les Infortunes de la Vertu, et puis alors un pamphlet, on croit que c'est lui, contre Joséphine de Beauharnais. Là, il a vraiment pas peur, tout de même. C'est un homme d'opposition. Ouais. C'est un vrai, d'une façon ou d'une autre, c'est un vrai protestataire. Alors d'un côté, les grands textes érotiques, il y a plusieurs raisons. D'un côté, la nécessité de dire des choses qu'il avait dites dans les 120 journées, mais il pensait le manuscrit perdu. On le retrouvera que 100 ans plus tard. Après, oui, c'est extraordinaire, en 1900. Donc La Nouvelle Justine, qui est la troisième mouture du texte, dit les choses carrément. Il faut bien voir une chose, c'est que les âmes sensibles s'émeuvent des scènes d'orgie, mais la vraie raison pour laquelle le livre est condamné, ce sont les discussions philosophiques entre les scènes d'orgie, parce qu'enfin, il faut bien reprendre son souffle de temps en temps. Donc vous avez, je dis ça pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ce qui est impensable, vous avez 30 pages d'orgie, 30 pages de dissertation extrêmement pointues sur les horreurs religieuses, sur les horreurs de la morale, sur l'hypocrisie de la vertu, etc. Et c'est ce qui explique peut-être alors son arrestation à nouveau, parce que c'est une tragédie la vie de Sade. Il est à nouveau arrêté en 1801, il a 61 ans, et là on l'envoie à Charenton, et il va y rester 13 ans, les 13 dernières années de sa vie. On ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger, il n'y a rien qui tombe sous le coup de la loi, donc on dit qu'il est fou. Je veux dire, voir Michel Foucault, il a expliqué il y a très 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 longtemps, et avec beaucoup plus de talent que moi, que la folie est, dans un régime démocratique, le dernier argument, en quelque sorte, utilisé par le pouvoir judiciaire pour condamner ceux qu'elle ne peut pas condamner. Parce que Charenton, c'était plus une prison, c'était déjà effectivement un asile. Un asile où on l'envoie, où il organise des spectacles, d'ailleurs, pour les gens qui sont avec lui. Il est plutôt bien traité, d'ailleurs, par le directeur de la prison, mais enfin, il va y mourir très malade en 1814. Et un siècle après, alors évidemment, pendant un siècle, vous l'avez dit, Sade a été oublié, a été interdit par tous les régimes du 19e siècle. On le republie depuis le début de ce siècle, il a été réhabilité par les surréalistes, et en même temps, on a le sentiment que malgré tout, il continue de déranger. Alors, qu'est-ce qui dérange ? Est-ce que c'est l'athéisme de Sade ? Est-ce que c'est le caractère pornographique, disent certains, de son œuvre ? Est-ce que c'est ses idées politiques, qui dérangeraient encore 2 siècles après ? Les trois, bien évidemment, puisqu'on est dans un monde du politiquement correct. Or, c'est un garçon qui est politiquement très incorrect, quand même. On est dans un monde du mot retenu. Or, il lâche tous les mots. Le vocabulaire de Sade est, au fond, non seulement riche, mais il est exact. En quelque sorte, j'appelle un chat, et etc. Vous voyez ? Et ça d'un côté. Et puis, il y a quelque chose dans l'écriture de Sade qui est excessif. Il y a un texte... Elle est très belle en même temps, il faut le remarquer, en dehors de ce qui pourrait choquer certains, c'est une magnifique, il y a une langue magnifique. Il y a un texte pornographique intéressant du 19e siècle, qui sont les mémoires d'une chanteuse allemande, dans lequel elle explique qu'il n'y a rien de moins érotique que l'œuvre de Sade. Et elle le lit, elle en est dégoûtée, elle n'en est absolument pas excitée. Et je crois que c'est la morale de Sade, c'est ce qui le rend, si je puis dire... irrécupérable, ce n'est pas du tout un excitant érotique, ce n'est pas de la littérature érotique, ce n'est pas tel ou tel que l'on pourrait citer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est
au-delà, en quelque sorte, de l'érotisme et de la philosophie, à la conjonction de l'érotisme et de la philosophie. Jean-Paul Brigelli, donc merci. Je recommande bien sûr à tous ceux qui nous écoutent votre biographie de Sade qui a été publiée chez Larousse dans la collection La vie, la légende. Et puis je recommande aussi bien sûr la lecture de l'œuvre de Sade, publiée à la fois aux éditions de la Pléiade et puis dans la collection 10-18. Merci à GTC Vidéo qui nous a permis d'entendre la bande-son, quelques extraits de la bande-son du film Sade de Benoît Jacot, dont vous avez pu entendre des extraits avec Daniel Auteuil dans le rôle de Sade. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute, ou prendre contact avec nous à l'adresse suivante, à l'adresse email suivante 2000ans.histoire@radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pierre Monsigny et Célia Dufour. Documentation, Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.